Bienvenue dans mon bureau. Aujourd'hui, le point, je veux le faire sur le budget de l'État, puisque depuis le 21 octobre, nous sommes enfermés dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour débattre des comptes publics et donc du budget pour l'État français. Et nous avons commencé par une grosse partie sur les recettes. Vous savez, cette partie du budget que les macronistes ont du mal à se mettre en tête, puisqu'ils sont obsédés par la réduction de la dépense publique, alors que si on a plus de besoins, eh bien l'idée toute simple, c'est de se dire qu'il faut qu'on partage davantage les richesses de telle sorte qu'on ait plus de recettes et donc plus de moyens pour répondre à nos besoins. Mais ça ne rentre pas du tout dans leur case. Mais avec le nouveau Front populaire, nous avons, par des amendements, de nombreux amendements, réussi à obtenir des victoires, signe d'ailleurs que si nous avions gouverné, nous aurions pu avoir des majorités sur des points très importants qui permettaient d'améliorer concrètement la vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Donc je vais vous lister quelques amendements forts sur lesquels on a réussi à avoir des majorités et puis quelques-uns où on n'était pas si loin, où on aurait dû les gagner, on n'a pas réussi. Mais tout ça pour vous dire que ces victoires, elles sont pour l'instant en suspens très fortement puisque le 49.3 peut arriver à tout instant. Le gouvernement n'ayant pas de majorité, il peut arriver demain matin, dans quelques jours, et nous dire « bon, maintenant c'est terminé, on efface tout ce que vous avez voté et on fait le budget à notre sauce », comme nous l'avons vu ces dernières années avec la Macronie seule. Le gouvernement Barnier peut tout à fait s'inspirer de cette méthode particulièrement antidémocratique, faute de majorité, mais il peut aussi avoir un autre moyen de le faire, en attendant que nous débattions pendant 40 jours du budget. Au bout de 40 jours, ça s'arrête, c'est comme ça, donc vous mettez plein d'amendements, vous faites durer les débats, etc. Et au bout de 40 jours, on dit terminé, on retourne au Sénat, le Sénat fait ses petites affaires, en ne tenant pas compte des amendements de l'Assemblée nationale, et ensuite c'est une CMP, c'est-à-dire une commission mixte paritaire, qui réunit des représentants de l'Assemblée nationale et des représentants du Sénat, et là, vous aurez très vite compris que la gauche, le nouveau Front populaire, n'y a pas du tout la majorité, et donc nous sommes balayés par rapport à ce qu'on a gagné. Mais c'est important de voir ce qu'on a pu symboliquement, pour l'instant en tout cas symboliquement, remporter dans l'hémicycle et qui donne aussi une idée de ce que ferait un gouvernement du nouveau Front populaire. Alors on y est allé mollo, on pourrait faire encore mieux. Mais on y est allé mollo, mais on y est allé. On a commencé par une taxe sur la richesse des milliardaires. Il faut savoir que les milliardaires, eh bien, ils ont un taux de prélèvement qui est de l'ordre de 27%. Alors que la moyenne des Français, ce taux de prélèvement, il est de 50%. Quand vous faites impôt sur le revenu, TVA, etc. Au total, ça fait à peu près 50%. 27% pour les milliardaires. On se dit, mais comment c'est possible ? Comment c'est possible que les hyper riches ne payent pas proportionnellement au moins autant d'impôts que l'essentiel des Français? Eh bien en réalité c'est parce qu'ils ont des modalités de gestion qui leur sont permises par la loi, avec des holdings où ils planquent l'argent pour que cet argent échappe à l'impôt. Et d'ailleurs ça suppose que nous ayons un grand changement du dispositif public de l'impôt pour empêcher tous ces détournements, contournements. Et là je ne vous parle même pas d'évasion fiscale, hein. Je parle de choses qui sont légales en France avec ce système des holdings. Bref, on a donc proposé d'avoir un nouvel impôt pour les milliardaires, tout simplement en les taxant, 2% de leur patrimoine. C'est une idée qui nous vient de Gabriel Zucman, un économiste de renom, qui a proposé une taxe de cette nature. Et si on allait au bout de son dispositif, il évalue les recettes pour l'État de l'ordre de 15 à 25 milliards d'euros annuels. Donc vous voyez, c'est considérable, tout simplement en arrêtant que le haut du panier, les milliardaires français qui ont vu leur fortune grandir au moment où on demande tant d'efforts au reste de la population, et bien tout simplement de leur dire maintenant ça suffit et vous allez mettre au pot commun. Alors il faut savoir que typiquement sur ça, le Rassemblement national s'est opposé à cet amendement et durant tout en fait le débat budgétaire, le Rassemblement national systématiquement a empêché tous les progrès qui permettent de partager les richesses, de taxer les hyper riches et les grands groupes économiques. Donc il y a une sorte de mensonge terrifiant quand on dit que le Rassemblement national est du côté du peuple. Non, il est toujours du côté du système financier tel qu'il existe. Il le sauve en permanence et il ne veut pas que les plus riches mettent à contribution pour faire en sorte que nous ayons de meilleurs services publics, de meilleurs droits et de meilleures protections. Et c'est pour ça que c'est intéressant, ces votes de recettes de budget, aussi
pour décrypter ce qu'est réellement l'extrême droite. Ensuite, nous avons réussi à renforcer l'exit tax. Quand vous avez des Français qui ont des actions et qui déménagent aussi leur action, donc leur argent, l'idée c'est de dire pendant 15 ans, ils vont continuer à payer des impôts en France sur ce qu'on appelle les plus-values latentes. Ça, c'était une proposition faite sous Nicolas Sarkozy, qui existait sous Sarkozy. Et il se trouve que la Macronie est passée dessus et a réduit ça à 2 ans. 2 ans au lieu de 15 ans. Donc autant dire quasiment un permis de partir et puis de faire ses profits ailleurs. Donc là, nous avons réussi à avoir une majorité. Passer de 2 ans à 15 ans, ou plus exactement là pour le coup de repasser de 2 ans à 15 ans, c'est empêcher, en tout cas les dissuader qu'ils ne partent à l'étranger juste pour échapper à l'impôt et pouvoir vendre leurs actions. Donc c'est un point très important et qui permet d'engranger pour l'État 800 millions d'euros. C'est pas considérable, mais c'est d'abord symboliquement important. En réalité, là aussi, il faudra aller beaucoup plus loin pour lutter contre l'évasion fiscale. Là, on a fait ce qu'on a pu dans le cadre du débat budgétaire. Ensuite, on a réussi à voter la pérennisation de la contribution exceptionnelle voulue par Michel Barnier sur les plus hauts revenus. Eux, ils voulaient que ce soit temporaire. Nous, on a dit, ben non, ça serait bien que ce soit pérenne, durable. Et on a élevé le seuil, puisque eux voulaient taxer les revenus qui dépassent 500 000 euros par an. Et nous, on a abaissé le seuil à 250 000 euros par an, ce qui permet évidemment d'engranger plus d'argent. On a gagné également le vote pour une surtaxe sur les super dividendes, c'est-à-dire pour les entreprises qui réalisent des dividendes supérieurs à 20% à la moyenne des 5 dernières années. Donc c'est vraiment ceux qui ont profité de la crise beaucoup. Et cette surtaxe, elle concerne en réalité uniquement les grandes entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 1 milliard d'euros et elle représentera 5 milliards d'euros. On engrange. On continue. On a réussi aussi à gagner le vote sur le rétablissement de la CVAE, vous savez, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, suspendue par la Macronie, parce qu'il fallait protéger les grandes entreprises de cette contribution, toujours la même logique, en attendant le ruissellement qui ne vient absolument jamais. Et donc, dans un premier temps, on l'a rétabli pour les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros. Et sa suppression d'ici 2027, qui était décidée par le gouvernement, aurait amputé encore davantage les budgets des collectivités locales, qui sont quand même exsangues, à l'os, il faut le dire, puisqu'on leur met toujours plus de compétences sur le dos et toujours moins de moyens, avec aussi la suppression de la taxe d'habitation qui n'est pas compensée. Donc là, il y a un vrai problème sur les collectivités locales. On a aussi réussi à pérenniser dans le temps la taxe exceptionnelle proposée par le gouvernement sur le fret maritime, ce qui nous permet de mettre fin à la niche fiscale dont bénéficiait CMA CGM, vous savez, cette grande entreprise de fret de Rodolphe Saadé, et qui coûtait 5 milliards d'euros par an à l'État. Voilà, autant d'argent récupéré dans les caisses, et on a même eu un petit bonus où on a gagné. C'est la défiscalisation des pensions alimentaires perçues par le parent qui a, la parente qui a la garde de l'enfant, souvent des mamans, il faut être honnête, puisque aujourd'hui on a un système où, je dis les femmes parce que ce sont majoritairement des femmes, les femmes qui touchent la pension alimentaire doivent le déclarer et payent des impôts sur cette pension, et les hommes qui versent la pension, eux, le défiscalisent. Donc là, il s'agit d'inverser un peu les choses et que les femmes qui touchent cette pension puissent, elles, défiscaliser ce qu'elles touchent. Donc ça fait pas mal, et puis on a failli gagner, mais on n'a pas gagné. Deux sujets qui me paraissent importants, la fameuse flat tax. Vous savez, c'est le prélèvement forfaitaire unique de 30% sur les revenus du capital. Puisque les revenus du capital sont moins taxés que les revenus du travail, donc si vous payez en dividende, en fait vous payez moins d'impôts que si vous payez correctement, c'est-à-dire avec un salaire. Donc c'est beaucoup de grands patrons qui décident de recourir à ce financement pour eux-mêmes par le biais des dividendes et non par le travail. Donc ça, c'est absolument insupportable, injuste, et profondément injuste. Donc on a voulu revenir là-dessus et augmenter le taux, le passer à 35, à 40. Eh bien tout ça, ça n'a pas été possible. Évidemment, la Macronie, les droites
classiques, très libérales sur le plan économique, ne veulent pas entendre parler de ça. Ils pensent toujours qu'il faut être du côté du capital. Ils ne sont pas outrés que les revenus du capital rapportent plus que les revenus du travail, ce qui ne les empêche pas de nous faire la leçon en permanence sur il faut que le travail paie, etc. Il faut que le travail paie, mais alors pourquoi est-ce qu'on permet que les revenus du capital soient plus favorables que les revenus du travail? C'est vraiment insupportable comme idée et contradictoire. Donc il faut démasquer en permanence le discours de ces droites qui ne sont pas du côté des revenus du travail. Mais plus étonnant, entre guillemets, en tout cas pour ceux qui pensent que l'extrême droite serait du côté du peuple, de ceux qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, de ceux qui travaillent, et bien là, pas de RN au rendez-vous pour permettre que la flat tax ait un taux plus important. Donc ça, c'est quand même très important de le faire savoir. L'extrême droite n'est pas et ne sera jamais du côté de celles et ceux qui ont des bas salaires et toujours du côté de ceux qui s'enrichissent, y compris dans le système capitaliste. Donc ça, c'est très très important comme vote. De la même manière, on n'a pas réussi à voter la surtaxe sur les grandes entreprises qui était proposée timidement par le gouvernement, qui, on le rappelle, devait toucher que 450 entreprises, les plus grandes, qui réalisent des profits. Et nous, les députés du Nouveau Front Populaire, on a proposé de renforcer cette surtaxe pour les entreprises qui ont des profits supérieurs à 1 milliard d'euros. Donc vous voyez, c'est quand même... on est dans le haut du panier, on n'est pas allé trop fort, mais même ça, c'était trop, puisque les macronistes l'ont refusé, et le Rassemblement national, une nouvelle fois, l'a refusé également. Donc, vous l'aurez compris, le bilan de cette séquence est très intéressant, c'est que, alors qu'on demande aux retraités de payer aujourd'hui le déficit qu'ils ont creusé, les Mozarts de la finance, au moment où on demande à tout le monde de faire des efforts, des efforts, c'est-à-dire que vous allez avoir moins de services publics, on vous demande de faire des efforts sur des droits et protections qui vont être rognés. On l'a vu avec M. Gasparian et son idée de rajouter 2 jours de carence pour les fonctionnaires en cas de maladie. Bref, ça, il n'y a pas de problème, ils sont pleins d'idées. Mais quand il s'agit des recettes, il n'y a plus personne. Or, c'est fondamental, si vous avez une société avec des besoins qui augmentent, il faut augmenter les recettes. Et on peut aller les chercher parce qu'il y a une injustice crasse au fait que le haut du panier, aussi bien en termes des plus fortunés à l'échelle individuelle que des grands groupes économiques, eh bien, ils payent trop peu d'impôts et qu'en les taxant un petit peu, eh bien déjà, on voit qu'on peut dégager des dizaines de milliards d'euros. Et avec ces dizaines de milliards d'euros, eh bien, arrêter de régresser en permanence, mais pouvoir relancer l'idéal de progrès. C'est possible et c'est la démonstration qu'on a faite, comme quoi si on avait gouverné, on aurait quand même réussi à gagner des choses. Et là, le fait de ne pas être au gouvernement fait qu'il y a un gros suspense, y compris sur l'issue des victoires que nous avons eues dans cet hémicycle. Elles sont symboliques, elles disent des choses, et si elles ne sont pas suivies des faits par le gouvernement, ce sera un déni absolu de démocratie. Et ce que je vous propose, c'est vraiment de ne pas s'habituer à ce déni de démocratie à aucun moment. Continuons en tout cas à être révoltés, mobilisés contre cette manière de bafouer la volonté populaire et de bafouer le pouvoir du Parlement.